Miroir, miroir, épisode 5. Dans ce podcast, je ne parle pas de politique et encore moins d'actu chaude. Mais aujourd'hui, c'est une intro un peu spéciale, puisqu'en rentrant chez moi après l'enregistrement, j'ai vu pour la énième fois depuis la rentrée la news d'une agression homophobe dans les rues de Paris. Difficile de consacrer un épisode sur la représentation des hommes gays dans le paysage médiatique sans en parler. Ce sont des news tristes et qu'on ne devrait même pas voir en 2018. Dans tous les cas, j'ai envie de rappeler que ce podcast existe pour déconstruire les normes de représentation, mais aussi pour valoriser toutes les sexualités, tous les genres, tous les corps, toutes les beautés. En fait, toutes les personnes dont on ne parle jamais assez ou pas de la bonne manière. J'invite donc des personnes concernées, d'une manière ou d'une autre, pour leur laisser cet espace d'expression, justement. Et c'était important pour moi de le rappeler. Aujourd'hui, je reçois Maxime Donzel, auteur et réalisateur notamment de Tellement gay, un docu sur la culture gay dans les séries et au cinéma. Avec lui, on va parler de ses représentations justement de l'homosexualité, de ces corps trop souvent essentialisés pour ne laisser place qu'à des stéréotypes et des clichés. Bonjour Maxime Donzel. Bonjour Jennifer. Merci d'être là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à faire ce documentaire Tellement gay ? Je suis auteur et réalisateur audiovisuel, disons. J'écris je réalise des vidéos depuis assez longtemps sur Internet. Je suis à la base monteur en fait télé. Et petit à petit, via mon travail avec Arte, on a eu l'idée de faire un documentaire sur la représentation de l'homosexualité dans la pop culture, parce que la pop culture est un sujet qui m'intéresse énormément depuis longtemps. Et voilà comment j'en suis arrivé à faire ce film-là. Et ça parle de quoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les personnes qui n'ont pas regardé ce documentaire et qui voudraient en savoir plus ? L'idée, c'était de parler du fait que l'image de l'homosexualité dans la pop culture, elle prend de nombreuses formes et elle peut être très affirmée, très évidente, très dite, disons, et elle peut être très sous-entendue. Ça, c'est un constat qui avait été fait il y a très longtemps, notamment dans un livre qui s'appelait The Celluloid Closet, mais sur la question du cinéma. Et en fait, en me renseignant, j'ai découvert que c'était le cas pas du tout que dans le cinéma, c'était le cas de tous les arts et à tous les niveaux de la pop culture, disons. Et donc du coup, l'idée était de faire un film en deux parties. La première partie pour enquêter, disons, sur cet aspect caché du sujet de l'homosexualité dans la pop culture, et la deuxième partie du documentaire sur la partie beaucoup plus affirmée, et du coup, voilà, s'amuser à regarder ces deux angles sur le même sujet. Qu'est-ce qui est le plus ressorti en faisant ce documentaire ? Une sorte de conclusion en fait qui vous a frappé ? Le fait que puissent coexister deux façons de communiquer, une espèce de communication secrète quelque part entre les homosexuels entre eux pour parler à visage caché et se comprendre quand même et se dire des choses, et une communication beaucoup plus affirmée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus militante, qui du coup a plus pour but de parler un peu aux autres, pour leur signifier qu'on existe et à quoi on ressemble vraiment. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est que parfois ces deux discours-là ont lieu en même temps, parfois complètement séparément. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et assez spécifique à cette culture-là. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans votre travail et notamment dans ce docu, c'est le concept de la culture camp. Moi, je suis pas directement concernée et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont pas concernés, qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est toujours compliqué de définir ce terme, tellement c'est un concept un peu étrange, mais qui a été théorisé en fait par Susan Sontag dans les années 60, parce qu'elle a observé dans les bars gays auprès des drag queens un humour très spécifique qu'elle trouvait spécifique aux gays, une façon de célébrer la théâtralité de la vie, l'autodérision, un peu ce qu'on a l'habitude de voir chez les drag queens, c'est-à-dire cette façon d'aimer le kitsch en fait, tout en sachant que c'est kitsch, tout en sachant que c'est un peu ridicule, mais en disant j'aime quand même. Quand il y a des gays qui aiment beaucoup des chanteuses un peu kitsch justement, mais en disant je sais ils savent qu'elle est kitsch, mais ça leur plaît quand même, et il y a quelque chose d'aimer ce qu'il y a de faux pour ce qu'il y a de vrai dans le faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le camp, et je trouve que c'est vraiment assez génial, parce que c'est très ludique, c'est de l'humour principalement, et c'était une forme de défense en fait. C'est une manière pour les gays à l'époque de se défendre en fait et de survivre en riant de tout ça, quoi. Ils étaient quand même assez opprimés, et c'était une manière d'un peu d'en rire. Bon, alors ça suffit pas pour survivre des fois, mais ça peut aider. Et ça se traduit comment en fait ? Ça se traduit dans quel type de contenu ? Enfin, seulement au cinéma ?
Non, d'abord, c'était principalement dans l'humour en fait des drag queens, qui est pas très loin du stand-up d'une certaine manière, puisqu'en fait, les drag queens représentaient des célébrités sur scène en les mimant et en faisant semblant, donc en faisant du lip-sync, c'est-à-dire en faisant semblant de chanter leurs chansons, mais en faisant ressortir les sous-textes de ces chansons, en les rendant un petit peu ridicules, mais du coup, au passage, en les célébrant et en montrant ce qui est sous-entendu dans les chansons, et parfois, du coup, en montrant des fois les sous-entendus un peu sexuels, parce que du coup, la chanson, elle ne change pas, on entend le vrai son de la chanson, mais la personne qu'on voit sur scène va, par exemple, faire un peu l'opposé de ce qui est dit dans la chanson. Par rapport à la représentation de l'homme gay, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est justement les clichés en fait qui en ressortent. On va tout de suite penser à tel type de représentation, donc le mec un peu efféminé, le mec qui prend beaucoup soin de lui, qui aime beaucoup le sport, le mec avec une grosse barbe. Enfin, il y a vraiment des espèces de clichés comme ça. D'où ça vient ? C'est compliqué la question des clichés pour les gays, parce qu'en fait, l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui peut se voir. Donc, en fait, ça peut être complètement invisible et ça peut ne pas du tout l'être. Donc, du coup, cohabitent ces deux façons d'être homosexuel. Il y a beaucoup d'homosexuels, voilà, où ça se voit et d'autres où ça se voit pas. Et donc, du coup, la question de comment on représente ça, elle est forcément un peu conflictuelle. Souvent, quand on est un jeune gay, c'est compliqué tout d'un coup de réaliser, ok, je suis gay, mais du coup, je fais partie de cette communauté qui n'est pas du tout ma famille. Donc, c'est des gens que je ne connais pas et je suis censé leur ressembler ou ressembler en tout cas à l'image que je vois à la télé de ces gens. Et du coup, c'est parfois un peu difficile et il y a parfois un phénomène de rejet de ces clichés. Parce qu'évidemment, parfois, ces clichés sont outranciers, les gays sont un peu ridiculisés. En tout cas, on peut avoir la sensation qu'ils le sont. Mais souvent, c'est le personnage de la folle, d'une folle, donc un gay très efféminé qui est souvent montré et qui, pendant longtemps, on voyait que ça comme représentation. Et donc, à la fois, c'était problématique et en même temps, les folles existent. Enfin, c'est aussi un droit d'être folle. Je veux dire, et du coup... C'est quelque chose qu'il faut revendiquer ? C'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai revendiqué longtemps et que je revendique toujours. Et être folle, c'est aussi être un homme tout en disant merde à la masculinité complètement, quoi. Et en disant, j'ai le droit d'être efféminé. Et je m'en fous si quelqu'un va trouver que je suis un cliché. J'en ai rien à foutre. J'ai le droit. C'est ma liberté aussi d'être comme je suis et de pas être dans les clichés de genre, quoi. L'hétéronormativité, la normativité de genre. Et donc, du coup, les folles, c'est quand même aussi dans la communauté gay, c'est des gays qui se voient beaucoup et donc, du coup, ils sont un peu aux premières loges. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gays qui peuvent, disons, se refermer, se cacher. Il y en a qui n'ont pas le choix, malheureusement, parce qu'ils sont dans des endroits où ils sont en danger ou dans des familles où c'est difficile, c'est trop dur, ce serait trop violent. Mais certains n'ont pas vraiment ce choix-là. Et ceux-là sont particulièrement en danger, mais c'est aussi assez courageux. Donc, c'est des personnalités qui sont plutôt à célébrer, quoi, je pense. Après, le problème, c'est que dans la culture, cette sensation qu'on ne montre que ces personnes-là, c'est passer sous silence l'existence de beaucoup d'autres manières d'être gay. D'accord, mais est-ce que ce culte, justement, qu'on peut trouver parfois autour du corps, voilà, faire beaucoup de sport, être musclé, être tout le temps beau, tout le temps être bien habillé, est-ce que, justement, ça fait partie des clichés que la société a construits chez l'homme gay, et ça fait que un homme gay, un jeune homme gay qui ferait son coming out se dirait je dois ressembler forcément à ça parce que c'est limite la seule image en fait que j'ai. En fait, ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, on voyait vraiment quasiment que des gays assez tristes. Je parle des années 60, 70, assez tristes, donc assez efféminés, mais qui ne vivaient pas bien et qui étaient efféminés, mais pas d'une manière solaire et joyeuse, mais plutôt d'une manière triste et un peu malade ou pas en forme, quoi. Et il y a eu, au moment de la libération gay, enfin après Stonewall, il y a eu l'émergence comme ça de l'envie de beaucoup de gays, notamment aux États-Unis, de se représenter comme des hommes beaux. Et de dire on est gay mais on est beau. Et c'était nouveau et c'était pas rien de dire ça. C'était aussi assez fort de dire on est beau, on est solaire, on est dehors. Beaucoup d'images dehors. Le début de la pornographie. On est fiers. On est fiers. Le début de la pornographie gay, on a des corps développés, en forme. On est à l'extérieur, on se cache pas et on baisse dans la nature. Et c'est quelque chose qui a été aussi une forme de libération. Et bizarrement, pour d'autres générations, la mienne en particulier, moi j'ai grandi du coup avec une omniprésence de cette représentation-là. Donc c'était un peu comme vous venez de le dire, quelque chose d'assez oppressant, d'avoir l'impression qu'il fallait absolument être sublime et gaulé, sinon on était un mauvais gay, quoi. Oui. Et du coup ça prend du temps un peu pour arriver à comprendre. Il faut comprendre d'où viennent ces clichés ou ces images
pour arriver en fait à mieux vivre avec. Parce qu'en fait, il faut vivre avec. Il n'y a pas une bonne manière d'être homo. Et les homos qui sont très efféminés ont autant le droit d'être là que ceux qui sont très musclés, virils, je ne sais quoi. Est-ce que vous diriez que c'est la faute au cinéma et aux séries, justement, d'avoir codifié ces formes de représentation et de nous avoir imposé juste une manière d'être un homme gay? J'ai l'impression que moi que c'est comme si le monde du cinéma et des séries, enfin les gens qui les font se rendent pas compte de l'impact gigantesque. Mais je pense que pendant longtemps, l'impact incroyable de la pop culture n'était pas perçu comme il est perçu aujourd'hui. Maintenant, c'est évident pour tout le monde à quel point. C'est pour ça que c'est un sujet qui est si fort. Mais pendant longtemps, on réalisait pas que voilà, tous les films étaient regardés par des enfants qui, du coup, en tiraient des conclusions, surtout quand on est gay, parce que souvent, quand on est gay, on n'a pas forcément des gays autour de soi. On n'est pas dans une famille gay, c'est très rare. Et donc, du coup, on sait pas trop. Donc, on cherche, on essaie de comprendre, ça veut dire quoi sur moi. Et donc, on va aller regarder les films discrètement pour savoir. Donc, du coup, ça peut avoir un impact gigantesque, alors que c'est fait par juste, je sais pas, un réalisateur ou une réalisatrice qui a juste envie de raconter une histoire de meurtre dans Brooklyn et qui se dit pas ça va définir l'avenir d'un jeune. C'est pas ça aussi le problème, c'est que finalement les personnes qui sont derrière, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, sont pas toujours concernés par le problème et que du coup ils ont des représentations qui sortent de nulle part parce que eux-mêmes l'ont pas forcément vécu et du coup la seule chose qu'ils en ressortent c'est ça, c'est le gay de telle manière qui sera soit efféminé, soit très beau, soit un cliché en fait ambulant quoi. Un petit peu, et puis parfois certains en prennent un peu conscience, et ça c'est bien. Il y a eu quand même un événement, c'était Jonathan Demme quand il a fait le Silence des agneaux avec un personnage de serial killeuse trans complètement caricaturale, abominable. Une fois que le film est sorti, a réalisé qu'évidemment les femmes trans qui ont vu ça, elles ont été vraiment très blessées quoi. Et que du coup il dit avoir c'est ce qui l'a motivé à faire Philadelphia, qui est un film sur l'émergence du sida, et c'est un film qui est alors bon pour le coup qui parle pas de femmes trans hein, mais qui parle du alors c'est ça, il mélangeait tout encore à l'époque, mais bon c'était déjà ça. Il a fait Philadelphia parce qu'il a eu la sensation d'avoir fait commis une faute envers la communauté LGBT. Donc et Philadelphia, avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est quand même un film assez important parce que c'est un énorme succès populaire et ça a mis un visage au sida. Enfin, ça a rendu le sida humain, et c'est des histoires humaines et des trajectoires et des tragédies humaines avec Tom Hanks. Hein, donc c'était comme ça, tout le monde pouvait l'accepter, et quelque part c'était un film qui a été assez important. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ça change beaucoup. On voit des séries comme Looking. Bon, avant Looking, qui est passé sur HBO, il y avait The L Word, qui est plus pour le coup sur les lesbiennes. Récemment, il y a eu Love, Simon. Enfin, il y a des choses en fait qui commencent à changer. On a l'impression que du coup, on est moins dans cette on a moins besoin de rester dans cette caricature, dans cette représentation de l'homme gay, que du coup, ça change. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aussi? Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période où il y avait pas de gays qui disaient qu'ils étaient gays. Bon, il y avait un personnage qu'on pouvait repérer qu'il était gay dans le fond et qu'on était censé deviner. Il y a eu la période où il y a commencé à y avoir un gay dans l'histoire ou une lesbienne dans l'histoire, mais il ne pouvait pas y en avoir deux, hein, l'un ou l'autre, hein, qui faisait un peu le copain, voilà, qui était un personnage secondaire. Et puis il y a depuis le début des années 2000 à peu près, quoi, il y a commencé à y avoir des séries qui disaient on va faire une série où il y aura 15 lesbiennes. Et il y aura la butch, il y aura la femme, il y aura celle qui va être maman, et qui vont essayer de montrer. Alors ça reste des clichés hollywoodiens et soap, quoi, mais c'était quand même L Word, une manière de raconter une histoire avec toutes sortes de lesbiennes hyper différentes pour un peu montrer qu'il n'y a pas une façon d'être lesbienne. Chez les gays, c'est vrai qu'il y a eu Queer as Folk qui a un petit peu fait ça à peu près au même moment, et ensuite plus récemment Looking. Vous mentionnez Love, Simon, qui du coup cherche à faire un film générationnel qui va parler un peu à tout le monde, parce que mine de rien, L Word, on sentait que ça parlait aux lesbiennes ou aux gays. On savait pas trop si ça pouvait intéresser des gens en dehors de ces communautés-là. Et là, on voit qu'ils cherchent à faire des films qui vont plaire au-delà des gens concernés. Love, Simon, c'est une histoire d'un groupe d'ados et l'histoire principale, c'est celle d'un jeune gars. Donc c'était assez significatif de dire, en fait, les ados peuvent totalement s'identifier et
s'intéresser à un film dont le héros est gay, même si eux-mêmes ne le sont pas, parce que ça va raconter quelque chose qui est proche de quelque chose qu'ils peuvent vivre et qui peuvent se projeter dans un personnage qui est gay sans pour autant être paniqué. C'est aussi le signe que la jeunesse fait des progrès quand même. Oui. C'est pas tant le cinéma et les séries qui font des progrès. Je pense que c'est juste que les jeunes sont beaucoup moins bêtes que nous et que du coup le cinéma et la série et les studios en sont totalement conscients et qu'ils leur proposent des choses un peu moins stupides. Dans ces représentations, justement, j'ai l'impression que, oui, le corps gay commence à changer et qu'on arrive vers autre chose, mais il manque encore des représentations plus fortes d'hommes noirs gays, de femmes lesbiennes différentes, de femmes trans, d'hommes trans. Enfin, j'ai l'impression que, du coup, c'est comme si on était arrivé à un stade où les choses changent pour la communauté gay, mais du coup masculine, mais que le reste dans LGBT, il est où, quoi. C'est sûr qu'il y a certains sujets qui sont très absents, par exemple les intersexes, parce que la communauté LGBTI inclut les intersexes dont on n'entend quand même jamais parler. Enfin, c'est quand même, alors que ce serait très intéressant et c'est des histoires humaines aussi passionnantes et c'est une communauté. Les personnes trans, effectivement, ont été très maltraitées, je trouve, parce que souvent jouées par des personnes qui sont cisgenres et honnêtement, la série Pause, qui a commencé il y a quelques mois sur Canal+, sur la scène ballroom dans les années 90. Donc, ils ont fait vraiment le choix de faire jouer les personnages trans par des femmes trans. Et c'est drôle parce qu'autant on pouvait avoir la sensation que c'était effectivement une chose qui était juste à faire en termes simplement d'éthique et de justice. Mais honnêtement, quand on regarde la série, on se rend compte que c'est juste beaucoup plus intelligent de faire ça parce que c'est 15 fois mieux. C'est-à-dire qu'en fait, une femme trans qui joue une femme trans, c'est vraiment mieux, quoi. Moi, la série m'a bouleversé à cause de ça. Tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai l'impression qu'on m'a jamais parlé dans une fiction vraiment de transidentité comme ça, quoi. À part les rares cas où il y a eu des actrices transgenres, mais maintenant, je peux plus voir une actrice ou un acteur cisgenre jouer une personne trans. J'ai l'impression que c'est un déguisement, quoi. Et c'est aussi d'ailleurs des réalisatrices transgenres, je pense, qui ont réalisé certains épisodes et qui ont du coup bénéficié d'une sorte de formation, ceux qui n'en avaient pas. Il y a vraiment une démarche comme ça, parce que je pense que pour moi, le nerf de la guerre maintenant, il est plus sur qui fait les films. C'est-à-dire que les représentations, elles sont là, il y en a beaucoup, elles sont variées, on peut encore s'améliorer toujours, mais sur effectivement toutes les différentes catégories qui sont pas forcément super présentes, mais je pense que ça va venir avec qui fait les films. Et qui est derrière, en fait. Qui est derrière. Et je pense que, en tout cas à Hollywood, le chemin se fait simplement parce que, et ça je le sais d'un insider de là-bas, les épisodes réalisés par des femmes, les épisodes réalisés par des minorités sont bien plus efficaces en termes de simples résultats de chiffres d'audience. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont mieux faits, quoi. Alors, c'est pas que les hommes blancs hétéros savent rien faire, mais disons qu'ils sont... Ils ont tendance à être un peu moins bons sur la mise en scène d'histoires qui ne les concernent pas. Alors que je pense que quand on est dans une minorité, on est habitué à se projeter dans quelqu'un qui ne nous ressemble pas et qui n'a pas exactement la même histoire et trouver le point commun. Et ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai appris ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que cette histoire de faire venir des réalisatrices et des réalisateurs de minorité, c'est pour être gentil, quoi. Mais non, alors que pas du tout. C'est plus efficace. Ils gagnent plus d'argent. Et donc, je trouve assez intéressant. Et l'autre souci en ce moment, c'est quand même sur les blockbusters, il y a un gros manque de représentation LGBT. Et ça, honnêtement, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec les États-Unis ou avec la France. Il y a un X-Men homo ou trans, je pense pas. Non. Les gens ont hurlé de joie quand il y a eu genre un personnage secondaire dans La Belle et la Bête de Disney qui a plus ou moins levé le petit doigt, quoi. C'était genre un événement. Mais il y a eu le Alien, là, je crois, il y a eu un couple gay, alors qui meurt très vite. On apprend qu'ils sont gays, paf, ils sont morts. Ça, c'est un autre problème des séries et des films. C'est les personnages gays qui meurent très très rapidement et en fait il y a toujours cette histoire de à quel point en fait leur récit est aussi important que le reste parce qu'on les élimine très vite. Mais ça, vous avez l'impression vous en grandissant, c'est quelque chose qui vous a aidé en fait, qui vous a marqué en fait les représentations que vous aviez pu voir au cinéma, dans les séries, même dans les livres, enfin dans les fictions, c'est quelque chose en fait qui vous a manqué ou vous vous êtes dit que justement ça vous a aidé à vous construire en tant que comme gay?
Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter une chose sur la chose d'avant, enfin sur ce qu'on disait avant sur le cinéma. La raison pour laquelle il y a peu de personnages LGBT dans les grands films, dans les blockbusters, elle est économique aussi. Hein, c'est que c'est lié à la Chine et et la Russie, qui sont des marchés extrêmement importants aujourd'hui pour les films. La Russie, par exemple, où c'est interdit de montrer l'homosexualité sous un jour positif. C'est-à-dire qu'on peut montrer un gay qui en bave et qui va mourir et qui est une ordure, ça pas de souci. Mais quelqu'un qui va bien, c'est pas possible. Donc les studios qui ne sont guidés que par l'appât du gain, ils en mettent pas. Donc tout est le moment où en fait politiquement ça va être trop risqué pour eux de continuer à faire ça. Ils commencent à faire des petits pas aussi pour voir comment ça se passe à l'étranger. Mais voilà, c'est lié à des questions aussi très économiques et pas vraiment des questions morales internes disons à l'Occident, quoi. D'accord, donc on préférera toujours avoir plus d'argent que être plus progressiste. Des studios américains. Voilà, enfin faut pas être dupe, disons, je pense. Et donc votre question sur mon enfance. Oui, les représentations, elles sont extrêmement violentes. Hein. Moi, j'ai un des premiers souvenirs que j'ai d'avoir vu un homo à la télé, c'est dans un téléfilm sur, je crois, La 5, c'est une chaîne qui n'existe plus. Et c'était un téléfilm sur des néo-nazis et qui croisent un couple gay dans un aéroport et ils suivent un des deux dans les toilettes et ils lui éclatent la tête sur un urinoir en 1000 morceaux. Et parce qu'ils l'ont vu embrasser son copain et aussi parce qu'il avait un sweat rose sur les épaules. D'accord. Noué comme et je crois que j'avais genre 11 ans et je me suis dit ok, faut peut-être un peu plus parce que j'étais quand même conscient d'être gay, donc je vais avoir 13 ans 14 ans et vraiment ça a imprimé l'idée que ok, donc si j'embrasse mon mec dans la rue, voilà, je vais peut-être me faire éclater la tête sur un urinoir par des néo-nazis. Et du coup ça a vraiment pour moi freiné, c'est-à-dire que c'est devenu ok, il faut vraiment pas que je sois gay, quoi, parce que quand on est un jeune homo, on n'est pas totalement sûr d'être homo, et du coup ça devient quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc c'est ça, ces trajectoires au cinéma où ils meurent tous dans des conditions affreuses, c'est que ça imprime l'idée auprès des jeunes que c'est une destinée terrible qui les attend s'ils sont effectivement gays. Donc ça rend le processus de l'acceptation de soi vraiment difficile. À partir de quel moment vous vous êtes dit ok, c'est bon, on arrive vers autre chose, ça commence à aller mieux, je peux m'accepter comme tel? Moi, il y a eu un événement, en tout cas sur la question des représentations, à part, après il y a la question du coming out, j'ai eu énormément de chance parce qu'un de mes meilleurs amis était également gay, donc voilà, c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, quoi, au collège, dans le groupe de potes, on était deux, c'était genre... C'est pas donné à tout le monde, effectivement. High five, quoi. Donc ça c'était, donc du coup j'ai quand même bénéficié de ça, j'ai aussi bénéficié d'une époque où l'homosexualité était un petit peu à la mode, fin des années 90, c'était un peu branché, donc c'était aussi un truc oppressant en fait, mais mine de rien, ça faisait que c'était présent dans les médias, c'était un sujet qui était débattu. Mais pour moi, l'événement, c'est en 98 quand Ellen DeGeneres, la présentatrice d'émissions américaines, mais qui à l'époque était comédienne dans une série qui s'appelait Ellen, a fait son coming out simultanément de femmes lesbiennes dans la vraie vie, donc dans le Time Magazine. Et dans la série, son personnage a également fait son coming out au même moment. Et moi, j'étais étudiant à l'époque à Toronto, au Canada. Et c'est un événement qu'on est allé voir dans les bars. C'était un événement international, enfin national, disons américain et canadien. Et on est allé dans les bars gays et tout le monde attendait ce moment. Et il y a eu cette espèce de sensation de, quand elle dit, donc elle se penche vers un micro, elle sait pas qu'il y a un micro, elle se penche, c'est un micro d'aéroport. Et du coup, elle dit I'm gay. Parce que I'm gay en anglais, ça veut dire aussi je suis lesbienne. Et du coup, le I'm gay résonne dans tout l'aéroport. Donc elle fait un coming out sans s'en rendre compte. Donc la blague est assez mignonne. Et je me souviens d'une espèce de... C'est comme la France qui gagne la Coupe du Monde, quoi. Je pense que c'était plus fort que la Coupe du Monde en 98, quoi, en termes d'impact émotionnel dans les quartiers gays du monde. Parce que tout d'un coup, il y avait comme ça quelqu'un qui avait dit, bah voilà, moi je vais le dire en direct à la télé. Et c'est pas juste une question d'image, c'est aussi une question de qui je suis. Et il y avait cette coordination de qui je suis et qui je me représente qui était quand même vraiment géniale. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement connu et qui parlait à tout le monde à l'époque, enfin encore aujourd'hui, mais j'imagine à l'époque ça devait être quelque chose de... C'était annoncé aux nouvelles, hein. C'est-à-dire que c'était aux nouvelles, c'était ce soir, dans la série Hélène, tout le monde attend le coming out, tout le monde savait qu'elle allait le faire, mais quelque part c'était marrant parce que finalement il fallait quand même le voir, on voulait vivre ce moment. C'était complètement inédit de voir ça, de voir un personnage dire I'm gay et c'était pas un problème ou c'était pas... Mais vous en parliez un peu dans votre docu, c'est quelque chose d'important ça pour... les célébrités, même on en parle un peu, mais même les hommes politiques, enfin des gens en fait qu'on voit tous les jours à la télé, dans les médias et qui feraient leur coming out. Est-ce que c'est important
pour les gens qui sont derrière et qui sont peut-être pas out et qui voudraient l'être et qui se disent j'ai peut-être besoin, comme vous à l'époque de Hélène DeGeneres, de se dire j'ai besoin que quelqu'un me montre en fait la voie, me dise que c'est possible. C'est extrêmement important et souvent quand il y a une célébrité qui fait son coming out, on lit toujours des réactions du type mais on s'en fout, genre on n'est pas homophobe donc on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas du tout. C'est très important que ceux qui sont dans des positions de privilège, enfin d'une certaine manière, c'est-à-dire pouvoir faire son coming out, c'est un acte de courage mais c'est aussi un acte de privilège parce que voilà, certains malheureusement ont absolument pas du tout cette possibilité et ce qui est compliqué sur cette question, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une injonction au coming out. Ça, je sais que c'est quelque chose que moi j'ai mis du temps à comprendre et que Twitter, c'est le genre d'endroit où on apprend sur des choses, où les gens nous le rappellent bien et nous l'expliquent bien. Mais il n'empêche que c'est important que ceux qui sont dans des positions de pouvoir, dans des positions de le faire, soient honnêtes et simples sur la question de leur homosexualité et le disent avec simplicité parce que c'est simple. Et c'est important que ce soit dit. C'est pas pareil qu'être hétéro. Ça reste pas pareil qu'être hétéro, être homo. C'est pas le même parcours. Et les jeunes homos ont besoin d'exemples et de savoir que être homo, ça peut vouloir dire 1 million de choses. Et que du coup, leur destinée à eux, elle peut être celle qu'ils veulent. Et vous pensez quoi d'une série comme Queer Eye, qui représente 5 hommes gays qui en plus du coup c'est une série qui est très liée à l'apparence, à cette idée d'améliorer une personne par rapport à son apparence. En plus souvent c'est pas forcément des personnes gays dans la série. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider justement à améliorer les clichés qu'on a autour de la question gay, ou est-ce qu'au contraire ça les amplifie parce qu'il y a toujours ce truc de voilà, le gay égale j'aime le maquillage, j'aime la coiffure, j'aime m'habiller, j'aime ci, j'aime ça. Et donc je transmets ça à un hétéro qui serait complètement à l'ouest sur ces questions-là. Est-ce que ça aide justement à changer ça, ou est-ce que ça exagère ce trait ? Là où Queer Eye est extrêmement réussi, c'est qu'ils ont placé le sujet sur la masculinité et non pas sur l'homosexualité ou l'hétérosexualité. C'est pour ça qu'effectivement, ils interviennent auprès de majoritairement des hommes hétéros, mais aussi un jeune homme transgenre et aussi un homme gay. Et du coup, la question, elle est plus qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est quand même un peu le nerf de la guerre en ce moment. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de notre masculinité, nous, là ? Ça va pas du tout, on fait n'importe quoi, on est d'accord. Et du coup, vous pourrez écouter les couilles sur la table pour ça. Et du coup, c'est quand même un sujet en ce moment qui on sait, est à la base d'énormément de problèmes de sexisme, énormément de problèmes, mais de racisme aussi. Énormément de problèmes à tous les niveaux quand même. Et de transphobie. Et de transphobie, et d'homophobie, et d'homophobie venant d'homos eux-mêmes parfois, et de la haine de soi chez les gays. Enfin, c'est quand même le gros point de problème. Et donc, je trouve intéressant de se dire, ces 5 hommes gays, finalement, ces 5... Quand on est gay, on est obligé de se confronter à cette question de la masculinité de manière un peu frontale. Certains le font pas, mais la plupart sont un peu obligés de s'y confronter. Et du coup, pour moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, ces 5 hommes-là viennent avec leur expérience de s'être confrontés à une société qui te dit parce que tu es gay, tu n'es pas un vrai homme, et qui ont dit ouais, mais être un vrai homme, ça veut dire quoi ? Et pour moi, ça veut dire se maquiller. Pour l'autre, ça veut dire être cultivé ou être pour apprécier la bouffe, ça veut dire aimer la déco, etc. Et là où la série est très habile, c'est qu'ils cherchent pas du tout à imposer un style à chaque homme auprès de ils interviennent, mais plutôt de le comprendre et de comprendre comment l'aider en fait à dépasser les barrières qui se mettent à eux-mêmes, que la masculinité, les toxiques en fait, comment elle les bloque et les aider en fait à enlever ces verrous et les laisser être quelque chose de plus finalement sincère sur qui ils sont. D'être eux-mêmes en fait, tout simplement. Donc ça reste un objet très pop et très... Perso, j'adore cette série. Ce qui est drôle, c'est que l'original, parce que c'était quand même un remake d'une série qui était beaucoup moins habile et un peu lourdingue, et c'est rigolo qu'ils aient réussi à vraiment ancrer cette série dans l'époque, quoi, parce qu'on sent quelque chose de... Voilà, c'est un sujet d'aujourd'hui. Je la trouve vraiment réussie. Puis Jonathan Van Ness, on l'adore. Mon préféré. Can you believe ? On l'adore. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui nous écoutent, qui sont soit concernées ou pas, qui se posent des questions, qui se demandent comment faire, comment se représenter, qui se posent 1000 questions. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Même si j'entends bien que vous n'êtes pas la voix de tous les homos de Paris, de France. Si, j'ai été élu. Je pense que le premier conseil, c'est en fait partager son secret avec
une personne. Juste une personne de vraiment confiance, si il y a une personne de confiance. Moi, ça a été vraiment le premier pas qui est... Faire son coming out à tous, c'est quelque chose de pas facile et de pas toujours souhaitable et voilà, et ce qui peut être dangereux. Mais partager son secret avec une personne, c'est souvent, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on croit. Et souvent, ça peut vraiment aider en fait, à sortir d'un univers fantasmé, horrible, et rendre les choses plus concrètes et plus réelles, et juste simplement se rendre compte qu'on peut avoir quelqu'un près de soi qui n'est pas en colère ou qui va pas nous rejeter, c'est quelque chose déjà de très fort. En plus, ça crée des amitiés qui durent à vie, quoi. Mais donc ça, c'est la première chose. Plutôt que effectivement faire son coming out brutalement, il faut faire attention. Il faut le faire quand on se sent prêt, pas se sentir obligé, et quand on se sent prêt, il faut y aller et bien s'entourer, quoi. D'accord. Après, c'est vrai que c'est chouette de se renseigner, de lire, de découvrir. J'ai l'impression que je me sens un peu, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ce conseil. Enfin, franchement, c'est ça que je trouve fabuleux. Il y a tellement de choses. J'ai l'impression que la jeunesse, mais de plus en plus jeune, quoi. Ils connaissent des choses. On voit des drag queens qui ont 7 ans. ils sont déjà plus au courant de moi que de tout. Donc, mais ça, c'est chouette de découvrir parce que tous ces films et toutes ces séries et toutes ces œuvres, c'est des choses qui racontent justement une infinie un monde de possibilités. Et ça, c'est vraiment chouette d'en être conscient. Et vous en avez à recommander ? Je trouve que là, en ce moment, la série Pause est vraiment un truc à voir. Enfin, c'est vraiment très émouvant et très, très bien fait. Enfin, il y a des défauts. J'ai lu qu'apparemment la musique, elle n'est pas au top, mais franchement, le reste est bien. Je trouve que le documentaire et le livre Celluloid Closet qui est donc qui doit être trouvable en DVD, c'est de Victor Russo, le livre. Okay. Et j'ai un petit doute sur le réalisateur du documentaire, mais je mettrai le nom. Voilà, c'est vraiment un truc à voir parce que c'est vraiment sur la période depuis les années 30 en fait dans le cinéma américain jusqu'aux années 90. C'est assez génial de voir cette évolution là. C'est hyper intéressant de voir d'où on vient, quoi. Et du coup cette culture du langage caché et tout, c'est vraiment chouette de... Ok. Et d'autres œuvres, même des personnes à suivre Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à la conception de mon documentaire, c'est le livre de Didier Eribon, qui s'appelle Réflexion sur la question gay. D'accord. Et qui commence par cette phrase « Au commencement était l'insulte ». Et c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est un livre de sociologie, je pense. Enfin, c'est vraiment un grand intellectuel, Didier Eribon, mais c'est hyper lisible pour quelqu'un qui n'est pas forcément... Voilà, je trouvais ça vraiment... C'est très abordable. Et vraiment, ça parle beaucoup. Quand on est gay, c'est vraiment un livre important. Ça parle justement de comment on se construit en tant que jeune gay autour de l'insulte, parce que c'est comme ça qu'on apprend d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit ça, au commencement était l'insulte, c'est-à-dire qu'il dit un parcours gay, ça commence avec « je suis une insulte ». Je suis l'incarnation de quelque chose qui est utilisé pour diminuer les autres. Et donc, du coup, quel impact psychologique ça raconte la fuite de beaucoup de gays vers les villes, qui quittent leur famille, qui quittent leur campagne pour recréer une autre communauté, etc. C'est absolument passionnant de bout en bout. C'est vraiment un truc à lire. Ça donne envie, en tout cas. C'est vraiment génial, ouais. Merci beaucoup, Maxime Donzel. Je vous en prie. C'était l'épisode 5 de Miroir Miroir. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez et laisser des étoiles sur Apple Podcast. Miroir Miroir est un podcast produit et réalisé par Binge Audio. Vous pouvez écouter l'épisode sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Binge.